Revenons en arrière dans le temps et visualisons cette scène. Au milieu d'une prairie, un berger veille sur ses moutons. Il y a des centaines voire des milliers d'années de cela. Le berger se prépare à faire entrer son troupeau dès l'apparition de la première étoile. Les gens utilisaient le ciel afin de se repérer dans le temps et l'espace il y a très longtemps. C'est peu de temps après le coucher du soleil que cet astre très brillant apparut à l'ouest, dans les lueurs du crépuscule. Vous avez peut-être deviné de quel astre il s'agit. Qu'est-ce qui est en train de fixer du regard? Il s'agit de celle nommée l'étoile du berger. Mettez vos connaissances de côté, faites le vide et revenez à cet état où vous découvrez les choses sans pour autant arriver à les nommer ou les cerner. Ce point lumineux très haut dans le ciel, est-il à peine tangible d'espérer explorer cette singularité dans un contexte ancien? De découvrir la nature de ce feu follet en capturant son horizon? Que l'exploration de cette terre de feu ou lanterne volante puisse figurer parmi quelques ambitions des plus folles? Depuis que nous avons ouvert les yeux, nous sommes habitués à un monde extraordinaire. Un monde qui abrite peut-être l'un des plus beaux joyaux de l'univers. Des organismes complexes et intrigants, on peut exister grâce à des conditions clémentes. Sur notre planète, l'eau coule et la vie telle que nous la connaissons tout du moins s'attache et se développe. Que ces conditions soient spéciales ou plus ou moins extrêmes par rapport à d'autres importe peu, car ça reste une partie intégrante du paysage de notre monde. Cela dit, avez-vous déjà songé la possibilité d'explorer d'autres mondes? Par d'autres mondes, je parle d'un autre horizon, un horizon où jamais aucun regard ne s'est perdu. Je vous pose la question. Qu'est-ce que cela vous ferait de déposer les yeux sur un horizon qui a été à jamais inaccessible à l'humanité? Pour rendre la vidéo le plus ludique que possible et faciliter l'assimilation des informations, le coin supérieur donnera en permanence l'année en question. La barre en bas représentera l'ordre des sondes. Des icônes seront placées à côté pour permettre de résumer les faits importants en lien avec chaque mission, si c'était des succès ou bien des flops. 4 octobre 1957, les soviétiques lancent le tout premier satellite artificiel, Sputnik. Ce moment définitivement important dans l'histoire moderne, et très certainement l'histoire tout court aussi, marque le début de l'ère spatiale. Dans un contexte de guerre froide entre les deux superpuissances de l'époque, j'ai nommé les États-Unis et l'Union soviétique, une course à la conquête spatiale éclata après ce succès soviétique. En quelques années seulement, prouesse après prouesse sont accomplies. Cette bataille pacifique auquel se sont livrés l'URSS et les États-Unis a considérablement permis de faire un bond de géant dans le domaine de l'exploration spatiale. Avec des programmes spatiaux tels que le programme Luna, le programme Venera, qu'on va beaucoup discuter aujourd'hui d'ailleurs, ou encore le programme Vostok, connu pour avoir été le premier programme de vol habité de l'URSS, le nom de Yuri Gagarin vous dit peut-être quelque chose. Du côté américain, on peut citer le programme Mariner, dont le nom va également ressortir aujourd'hui, le programme Explorer, le premier de l'agence spatiale américaine, ou encore le programme Gemini. Laissons les deux superpuissances mondiales régler leur compte un instant. Parlons d'un astre qui va bientôt être abordé par la technologie humaine résultant du choc de ces titans. Dans l'introduction, je me suis permis de dire que le berger attend l'apparition de la première étoile. L'étoile du berger en conséquence. Il s'agit en réalité de Vénus, et ce n'est pas une étoile, il s'agit d'une planète tellurique, donc formée essentiellement de roches et de métaux, la deuxième du système solaire. Vénus est surnommée l'étoile du berger, car elle est généralement la première à apparaître ou à disparaître, jamais les deux en même temps, et les bergers vont délimiter leur journée en fonction de l'apparition de ce qui peut être considéré comme une étoile, ou astre brillant au loin. Vénus a l'apparence d'une étoile en raison de son fort éclat. Ce surnom est assez charmant, cependant gardez en tête qu'il s'agit d'une planète qui réfléchit beaucoup la lumière du soleil. Son atmosphère est tellement dense qu'il nous est impossible de voir sa surface depuis l'extérieur. Ça nous laisse dans le mystère concernant ce que cache cette planète. Ne soyez pas surpris d'entendre qu'un monde grouillant de vie fait partie des spéculations. Ce sont les soviétiques qui posent le premier pas pour l'exploration de Vénus. La première tentative fut faite le 4 février 1961 par Sputnik 7. C'était un flop. La sonde n'a pas pu quitter l'orbite terrestre et retombera sur Terre 3 semaines plus tard. L'intérêt que je vous mentionne cet échec est pour attirer votre attention sur la nomenclature du nom des satellites. Les soviétiques avaient l'habitude de donner le nom définitif de la sonde après qu'elle soit en route vers son lieu d'intérêt. Les sondes qui restaient sur l'orbite d'attente étaient appelées à titre provisoire Cosmos ou Sputnik. Quelques jours plus tard, la première sonde à entamer son voyage vers Vénus fut nommée Venera 1. Un autre flop ou premier succès? Eh bien, la sonde a cessé de communiquer après 1,9 million de kilomètres de la Terre. Mais pour autant, on faisait quand même face à de la prouesse technologique. Il a été estimé que la sonde a dû frôler Vénus à une distance de 100 000 km. Cela représente presque 16 fois le rayon de Vénus seulement, et ceci sans aucune correction. Les États-Unis commencent cette course par un échec cuisant. Mariner 1 du programme Mariner visant à étudier les planètes inférieures, Mercure, Vénus et Mars, a été détruite 5 minutes après le lancement. À cause de quoi?
Rappelez-vous quand vous étiez jeune à faire la dictée à l'école, vous avez oublié de faire un trait d'union à un mot composé? Allez bam, moins 0,25. C'était un bien petit prix à payer, croyez-moi. La NASA a perdu 18,5 millions de dollars pour une question de tirer suscrit non implémenté dans le code de la sonde. La mission aura duré 294 secondes en tout. Une rentrée flopesque qui sera suivie néanmoins par un succès. Mariner 2, la sœur de la précédente sonde, sera la toute première à réussir le survol d'une planète, en dehors de la Terre. Cette sonde nous révélera plus sur la nature de ce monde, les conditions climatiques clémentes où la vie foisonne, un univers marécageux plein d'eau liquide, autant vous dire que ce mythe ne tient plus. Notre voisine ressemble plus à un enfer plutôt qu'à un paradis. Une atmosphère composée de CO2, un trop faible champ magnétique laissant la planète vulnérable aux assauts des vents solaires. Notre voisine nous montre un visage pas très accueillant. Les soviétiques lanceront durant la fenêtre de tir de 1966 Venera 2, ayant pour mission le survol de la planète. Cette mission s'est conclue par un échec car aucune donnée scientifique n'est parvenue jusqu'à la Terre en raison d'un endommagement du système de transmission. Venera 3, lancée 4 jours plus tard, était quant à elle censée atterrir sur la surface de la planète. La mission est considérée comme un échec scientifique. Aucune mesure ou donnée n'a pu être transmise vers la Terre également. Cependant, il s'agit d'une réussite sur le plan balistique. Venera 3 devint le tout premier objet humain à entrer en collision avec la surface d'une autre planète. De 1967 à 1969, les Américains et les Soviétiques parviendront à réussir en tout 4 missions. Du côté américain, Mariner 5 réussit sa mission de survol, un succès qui sera honnêtement dépassé par les prouesses soviétiques de plus en plus concrètes. Venera 4 devint la première à faire une descente en parachute. Cette sonde atmosphérique suivie de ses sœurs Venera 5 et 6 réussirent toutes à atteindre la surface, après avoir cessé de fonctionner néanmoins. Ces sondes permirent notamment de connaître la composition chimique de l'atmosphère de notre voisine, majoritairement composée de gaz carbonique, pour pas plus de 0,4% d'oxygène. On commence à se rapprocher d'un certain milestone concernant l'exploration de Vénus. On n'y est pas encore mais on s'en rapproche. Venera 7 est tout simplement la première sonde à avoir atterri avec succès sur la surface d'une autre planète et à avoir envoyé des informations avec succès. Nous aurons droit à la description de ce monde. Vous pourrez toujours tenter de l'imaginer. À la surface, la pression atmosphérique est 90 fois plus importante que sur Terre. La température au sol est estimée à 475 degrés Celsius. Cette sonde confirma une fois de plus que les humains ne pouvaient pas s'imaginer survivre à la surface de Vénus. Cette sonde arrêta d'envoyer des signaux 23 minutes après avoir atteint le sol. Sans trop rentrer dans les détails de la mission suivante, Venera 8 fit mieux que sa prédécesseur. Elle resta 50 minutes à la surface, et elle confirma les données prises précédemment. Le 8 juin 1975, Venera 9 fut lancé. Ce que je m'apprête à ajouter au montage est cette vision d'un monde qui n'a pas cessé d'être présente dans notre culture à travers les siècles. Un petit point nitessant à des distances inconcevables, lui aussi doté d'une réalité physique sur laquelle notre regard trouvera support ou se poser afin d'alimenter la pensée. Et ultimement l'admiration face au charme de cet univers. Un chaos sobre. Une vision qui a toujours été à l'abri des humains, si ce n'est grâce à l'intellect et à la curiosité des ingénieurs qui ont rendu ça possible. Voici Vénus, la sœur de la Terre, un astre qui est lié à notre culture depuis la nuit des temps. Le programme Venera, probablement le plus fructueux de l'Union soviétique, a hautement permis de nous donner une plus grande compréhension de notre voisine. Venera 11 et 12 seront lancés 3 ans plus tard, suivis de Venera 13 et 14, dont l'enregistrement a été utilisé tantôt, en 1982. Venera 15 et 16 auront pour mission la cartographie de Vénus. Le côté américain était bien moins investi à propos de l'abordage de Vénus que les soviétiques, comme vous l'aurez constaté. Mais je tenais aussi à vous présenter les travaux de la sonde Magellan, américaine pour le coup, équipée d'un radar à synthèse d'ouverture 10 fois plus performant que celui de Venera 15 et 16. 98% de la planète a pu être cartographiée, nous donnons encore plus de vues sur cette terre infernale. Bien que l'engouement envers l'étoile du Berger a significativement baissé, l'étude de ce monde continue encore avec des missions comme Akatsuki, l'orbiteur japonais, ou Da Vinci, qui quant à lui est en préparation au moment de l'écriture de ce script.
dans l'optique de collecter des données sur l'atmosphère et prendre des photos des tessera, des formations géologiques spécifiques à la planète. Et ceci clôt cette Curiosity. Si vous êtes encore là, pensez à lâcher un like si le travail vous a plu, c'est un boost de motivation considérable. Je reviens très vite avec un nouveau format en plus des Curiosity, un nouveau format très axé bricolage. Je ferai une annonce dans l'onglet communauté d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, et à bientôt!